Bonjour à tous les passionnés de chasse sous-marine, c'est Hugues Maldan. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle émission radio en podcast Mémoire de chasse. Alors nous sommes de retour pour une deuxième émission dans les Bouches-du-Rhône, à La Ciotat, en compagnie de Gérard Carodano. Salut Gérard. Bonjour. Alors aujourd'hui, après le premier épisode où nous avons évoqué en fait la carrière de compétiteur et le parcours en pêche sous-marine de Gérard, nous allons aujourd'hui parler de sa reconversion après la pêche sous-marine. Il s'est lancé comme pêcheur professionnel et artisan et il va nous parler de ça aujourd'hui, et puis il va nous parler d'une deuxième activité, je crois qu'il tient particulièrement à cœur, qui est tout à fait originale. Vous allez voir, c'est passionnant. Gérard va nous en dire quelques mots. C'est quoi ta deuxième activité qui est peut-être des seuls en France à faire? J'ai décidé de devenir pêcheur aux grandes dames de mes parents à la belle époque, et j'étais pêcheur tout à fait traditionnel, avec quand même l'œil du chasseur sous-marin, ce qui était quand même un avantage d'avoir eu pendant des centaines d'heures, voire des milliers d'heures, comment ça se passait sous l'eau. Mais je pêchais à la palangre, je pêchais au filet. Et puis, comme j'ai jamais trop aimé faire comme tout le monde, j'ai commencé à diversifier un petit peu l'activité. Et un jour, j'ai réussi à prendre des gros bars, des gros loups à la palangre. Et une fois de plus, grâce à la chasse sous-marine et à mes connaissances de compétiteurs de chasse sous-marine, j'en ai parlé à Michel Cantou, qui était on va dire, un de mes principaux adversaires lors des championnats, parce qu'il a été champion de France en 84, moi en 85. Et je lui ai dit, Michel, qui était lui biologiste à la station de biologie marine de Sète et qui établissait des programmes de reproduction sur le bar et la dorade, qui était en plein boom à l'époque pour développer des fermes aquacoles. Il m'a dit, Gérard, putain, tes loups, ils valent 5 fois le prix que tu vas les vendre morts si tu les vends vivants, parce que c'est recherché pour des lignées génétiques de poissons issus du milieu naturel, etc. etc. Et là, c'est sûr que quand il m'a dit x5, à l'époque on n'était pas à l'euro, on était au franc, le loup valait 100 balles le kilo. Quand il m'a dit ça vaut sans problème 500 balles, je te donne les clients et tout, j'ai fait une dilatation du tympan là, et donc je me suis mis à m'intéresser à garder des loups vivants. Et c'est lui également qui m'a appris, parce qu'il y a un gros problème pour garder des poissons qu'on a remontés avec un moyen qui n'est pas naturel, hein. C'est pas le poisson qui remonte à la surface, c'est qu'on le fasse remonter à la surface. Le loup étant un perciforme et doté d'une vessie natatoire, sa vessie va se dilater. C'est un peu l'équivalent d'un plongeur qui remonterait avec un stab qui n'a pas de soupape de sécurité. Et donc le poisson, il a sa vessie qui est dilatée dans le ventre, dans l'abdomen, et si on ne lui perfuse pas cet air en surpression, ben, il va mourir parce que ses viscères sont oppressés. Et c'est Michel qui m'a dit, va voir ton vétérinaire, tu te débrouilles une aiguille APL. Et il m'a expliqué, bon, le premier je l'ai raté, puis après j'en ai piqué des dizaines et des dizaines. Et ça a été mes premiers vivants pour les instituts scientifiques et les reproducteurs de poissons. Et entre le milieu de l'aquariologie et le milieu de l'aquaculture, il n'y a pas une distance très très importante. Et un jour, il y a un garçon à qui j'avais vendu plusieurs fois des bars pour faire de la repro, qui est passé du côté aquarium et qui m'a dit, Gérard, est-ce que tu penses pouvoir nous fournir une collection de poissons, on va faire un aquarium public, etc. etc. J'avais pensé à ça, mais j'étais aquariophile moi déjà, par passion, encore une fois, et je ne savais absolument pas le marché qu'il pouvait y avoir sur cette activité, car cette activité en Méditerranée n'existait pas. Il n'y avait pas de pêcheurs de poissons vivants, parce qu'il y a la convention de Barcelone, il y a un tas de trucs là qui rentrent en ligne de compte. Et j'ai dit, ok, on va essayer. On va monter une première structure avec des bassins, un circuit fermé et tout. Et j'ai commencé à vendre mon premier aquarium, une collection de poissons. Alors j'allais pêcher et je découvrais des nouvelles méthodes de pêche, parce que là il faut réinventer toutes les méthodes de pêche. Là c'est plus la chasse sous-marine, c'est beaucoup plus pointu. Et des poissons qu'on capture avec des nasses, des poissons qu'on capture avec des épuisettes, des paliers de décompression à faire sur des petits poissons, parce que, encore une fois, même problème que pour les loups,
les loups on les pique, mais une entière on ne la pique pas, il faut la remonter sur 36 à 48 heures, etc., etc. Connaître tout l'ensemble des poissons, connaître tous les noms des poissons en latin, parce qu'un aquarium, il ne t'achète pas un rouca, ou il t'achète un Sympholius rostratus, ou un Sympholius mediterraneus. Et c'est parti de là. Et puis très vite, j'ai été contacté par la DSV, Direction des services vétérinaires, qui m'a dit, Monsieur Carodano, on parle de plus en plus de vous dans le milieu, vous n'échappez pas à la réglementation. Pour faire votre activité, vous devez être impérativement détenir un certificat de capacité. Détention faune sauvage, espèces non domestiques égale certificat de capacité. Donc au début, j'avais un peu la colère. Je dis, j'ai le droit de tuer des poissons en tant que pêcheur. Dès lors que je les soigne et que je les garde vivants, on vient me chercher les poux dans la tronche. Et puis j'ai mon matelot biologiste qui est toujours en contact avec moi, qui m'a dit, Gérard, faut pas le voir comme ça. Il faut le voir que tu vas te mettre à l'abri de la concurrence déloyale, parce qu'une fois de plus, quand les gens vont voir que tu as trouvé un filon, ils vont vouloir faire pareil, et eux, ils n'y arriveront pas. J'ai passé mon certificat de capacité, j'ai eu aucun problème. Alors là, il y a 20 personnes qui vous canardent de questions en préfecture pour voir si vous êtes là pour faire uniquement du business, sans vous soucier du bien-être animal, ou si vous faites les choses dans les règles de l'art. Et voilà, depuis, je suis capacitaire du gouvernement français. Une cinquantaine, une soixantaine de clients sur la zone euro. Je ne cherche pas à en avoir plus parce que je ne cavale pas derrière les clients. Le marché, il existe. Il faut dire une chose très très importante, c'était que c'était les balbutiements de Internet il y a 30 ans. Et c'est vraiment grâce à Internet que les gens, on tape aujourd'hui poisson vivant sur Google et on va nous trouver, quoi. Et donc là, on a, après un aquarium, ils font beaucoup de congrès entre eux, de rencontres et tout. C'est les aquariums qui en parlent aux autres aquariums, disent oui, tel et tel spécimen, je l'ai trouvé chez ce mec là-bas, à la Ciotat, et le bouche à oreille, voilà. Et après, il faut maîtriser les expéditions. Alors, soit les clients viennent chercher des poissons, voilà, c'est tout. L'historique, il est là, mais c'est encore une fois grâce à la chasse sous-marine que je suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui, qui est un autre type de chasse. Alors voilà, Gérard nous en a déjà parlé pas mal. Vous allez découvrir vraiment des techniques particulières pour remonter ces poissons, pour les conserver vivants, pour les expédier. Vous verrez que c'est tout à fait passionnant. Donc on vous propose de découvrir ce podcast qu'on a intitulé Gérard Carodano, entre pêche professionnelle et art de la capture des poissons vivants.